La vérité doit être dite. Maintenant, nous allons voir. Au Gabon, Ali se moque du peuple gabonais. Les prix font qu'augmenter des vivres. Mais pendant ce temps, les Gabonais n'ont pas du travail. Tout l'argent, ils volent pour envoyer à la France. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il descend en Angleterre, hein, il pense qu'à aller dans des studios de records de musique pour dépenser immensement d'argent. Pour dépenser immensement d'argent. Hein, ça fait mal. Oh, hello. Hello, so. Pour dépenser immensement d'argent. Ça fait mal. Ça fait mal. Hello, excuse me. Ah, dear God. Pour dépenser immensement d'argent. Pendant ce temps, les gens souffrent. Est-ce que c'est normal? Non. Nous allons suivre. Vous allez voir. Ali se moque du peuple gabonais. Les artisans, c'est-à-dire les pêcheurs, les pirogues. Et après un mois de sensibilisation, nous sommes passés dans des mairies, nous avons discuté avec les commerçants, nous avons discuté avec les associations de pêcheurs, nous avons discuté avec des associations de mareyeurs. Il était question aujourd'hui pour nous de faire ce qu'on appelle la surveillance du marché. La surveillance du marché, c'est voir si les prix fixés par le gouvernement dans l'arrêté sont appliqués. Et le constat, il est un peu divergent. Dans certains endroits, comme ici au Capal, nous voyons qu'il y a un effort d'application des prix fixés par la Mercuriale. Mais dans d'autres marchés, au Lumi, nous avons été au Pont Nomba, les prix sont légèrement majorés. Et cela s'explique parfois par la longueur du circuit de distribution. Aujourd'hui, on achète du poisson qui vient de Port-Gentil. On achète le poisson qui vient de Lambaréné. Que de petits Gabonais qui se débrouillent ici, qui amènent 10 ou 15 kilos. Donc nous achetons le poisson, ils nous vendent même le poisson à 3500 €. Voici vos prix. Les prix à l'achat à la pirogue. On a travaillé avec les pêcheurs et les prix sont validés, ils connaissent ces prix. Quand vous achetez, si un pêcheur vous vend à plus que ça, vous appelez la DGCC, 80-85 c'est gratuit. Comme ça, le pêcheur, lui, il est sanctionné, il n'est pas sanctionné. La chaîne de distribution aujourd'hui, elle est un peu longue, on va dire. Parce que vous avez d'abord le pêcheur qui apporte du poisson. Et selon les informations que nous avons, ce pêcheur remet le poisson à sa femme ou à un partenaire, une partenaire d'affaires. Et les commerçants qui vont au marché n'ont pas accès directement à la pirogue. Et le combat du gouvernement aujourd'hui, c'est de permettre à tout commerçant de pouvoir accéder directement à la pirogue, aller revendre le produit sur le marché, ce qui simplifie la chaîne de distribution et ce qui permet de respecter les prix de l'arrêté. Comme vous le savez, l'arrêté fixe deux prix. Il y a le prix d'achat à la pirogue et il y a le prix de vente dans les marchés. Donc si les commerçants qui vendent dans le marché n'achètent pas au prix fixé par l'arrêté au niveau de la pirogue, elles ont du mal à respecter à leur tour le prix fixé par l'arrêté au niveau des marchés. Nous avons quand même des écarts significatifs. Aujourd'hui, le kilo de poisson pêché localement, le plus cher doit coûter 3300. Nous avons vu des kilos de poisson à 3500. À certains endroits, on nous dit même que ce kilo de poisson est à 4000. Et il y a autre chose que nous devons vérifier, c'est si toutes les commerçantes utilisent les poids de mesure, c'est-à-dire la balance, dont la vente totale est, on va dire, proscrite. Il faut qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez du poisson, vous puissiez utiliser des balances. Le message aujourd'hui chez les commerçantes, c'est qu'elles ont un problème au départ à la pirogue.
que la pirogue ne respecte pas forcément les prix indiqués dans l'arrêté. Dans ce cas, ce que nous leur disons, elles sont d'abord des consommateurs quelque part. Voilà. Et si les prix ne sont pas respectés à la... Je voulais vous faire suivre cela. C'est très important parce qu'au Gabon, on refuse au peuple gabonais du travail. Mais on augmente les prix des vivres. Le poisson vachement cher, hein? Même le poulet. Et maintenant, malgré ils augmentent les choses, mais les peuples ne peuvent pas s'en sortir. Les peuples, ils boudent. Mais qu'est-ce qu'ils font de pire? Mais le pire, c'est les poubelles, les ordures. Ils laissent des tas d'ordures pour exterminer le peuple gabonais. Ali est un assassin. PDG de poubelle. PDG de poubelle. Oui, c'est le tiers africain qui le dit. PDG de poubelle. Nous allons suivre une autre vidéo bien. Et le pire au Gabon, il y a des Gabonais qui vont dans des tas d'ordures, pour pouvoir chercher à se nourrir. Ça fait mal. Ali est méchant. Bonjour chers compatriotes gabonais, gabonaises, chers membres de la diaspora. Bienvenue à ce deuxième numéro de Choquer le Gabon. Alors pour ce deuxième numéro, je ne me trouve pas à Rio de Janeiro, dans une favelas. Je ne me trouve pas non plus à Madagascar, malgré les montagnes d'ordures enfumées que vous voyez. Je me trouve bel et bien dans la capitale économique du Gabon. J'ai coutume de dire capitale bidonville économique, Port-Gentil. Voilà, je suis précisément au sud, au niveau de Tchengué, au sud de Port-Gentil, au niveau de Tchengué, après l'hôpital, voilà. Et si vous passez par là un jour, vous ne manquerez pas l'immense décharge à ciel ouvert, devenue emblématique de ce coin de Port-Gentil, de ce coin abandonné de Port-Gentil. Alors, je vais d'abord vous dire que ça n'a pas été facile de rentrer ici parce que il y a des pères et des mères de famille qui vivent ici dans cette décharge. Nous sommes à la décharge de Tchengué. Et les habitants n'ont pas voulu me laisser filmer parce que pour eux c'est porter atteinte à leur dignité, au peu de dignité qui leur reste. Alors je vais descendre, vous allez voir. Alors surtout ils m'ont demandé de ne filmer aucun visage parce que ils ne seront pas d'accord que de retrouver leur visage sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des pères et des mères de famille qui vivent ici, qui font leurs courses ici, qui font leurs emplettes ici, ils vivent de ça. D'accord, ce ne sont pas des Sénégalais, ce ne sont pas des Maliens. Ce ne sont pas des Libanais, ce sont des Gabonais et des Gabonaises qui vivent ici, qui se nourrissent de ça, c'est-à-dire les produits avariés, tout ce qu'on jette, tout ce qui est périmé chez nos revendeurs. Donc les cartons ça part des cartons de poulet, des cartons de cotis, tout ce qui est avarié et tout ça. Et voilà, ils vivent de ça. Donc ils m'ont demandé surtout de ne filmer aucun visage. Et la vidéo sera vérifiée avant que je ne sorte d'ici. Voilà, sinon j'encours une bastonnade ou bien voilà. C'est ce qu'ils m'ont dit. Tu peux filmer. Alors ils en ont. Ils disent qu'ils en ont marre des discours politiques. Alors qu'il y a des Gabonais qui sont abandonnés. Alors leur triste sort ici. Alors, chers compatriotes, vous voyez un peu la cruauté de ce régime. Où l'essentiel des richesses est accaparé par un petit groupe de délinquants, des criminels, qui s'accaparent de la totalité des revenus, des ressources et des revenus de l'État, alors que le plus
grand nombre que nous sommes sont contraints à vivre dans la misère. Voilà. Alors je crois que loin, vous entendez des éclats de rire, parce qu'il y a des gens qui sont en train de rire. Donc, ils m'ont surtout demandé de ne pas filmer aucun visage. Voilà, donc c'est le quotidien de certains Gabonais. D'ailleurs, vous n'êtes pas en train d'ignorer, puisque déjà, même à Libreville, il y a Mindoubé, et il y a des gens qui vivent à Mindoubé, qui vivent comme ça. Voilà, donc comment comprendre qu'un pays d'1 million, putain il pleut, un pays de 1 700 000, 800 000 habitants, hein, d'accord, il y a des gens qui vivent dans une telle indigence, une telle pauvreté, alors qu'on a des kleptomanes, d'accord, qui sont payés à des centaines de millions de francs CFA, et le plus grand nombre souffre. Donc voici encore une illustration de ce qui se passe au Gabon. C'est-à-dire qu'on maintient les populations dans la misère, et lorsque ces populations se rebellent, veulent se rebeller, on sort les armes pour les massacrer. Voilà. Donc je vais continuer la vidéo malgré la pluie, parce qu'il pleut. Donc c'est, voilà, je tenais à vous montrer ces images pour vous faire comprendre que les Gabonais sont prisonniers dans leur propre pays. Sont prisonniers. On les contraint à la misère, on les contraint au chômage, on les contraint à la mendicité, à faire des poubelles, alors que nous avons des délinquants à la tête de ce pays qui s'arrogent tout l'argent du contribuable gabonais. Alors Ali Bongo lui-même, il a 4 jets privés. Sa femme vit dans une maison, sa femme qui est un accessoire d'ailleurs, parce que Sylvia Bongo, il faut le rappeler, c'est un accessoire d'Ali Bongo. Elle vit au Gabon lorsqu'il a des cérémonies officielles et tout ça, mais le clair de son temps, elle le passe en Angleterre, dans une maison de 20 milliards de francs CFA. Vous voyez? Donc, voilà, chers compatriotes, le quotidien de certains compatriotes. Et eux, ils se sentent un peu abandonnés, ils se sentent floués, parce qu'ils disent que, ils m'ont dit que, tu sais, Peter, que l'on vote ou que l'on ne vote pas, la situation reste la même pour nous. D'accord? Nous sommes abandonnés à notre propre sort, et les politiques ne font rien justement pour essayer d'améliorer notre sort. À Tchenguel, justement, à moins d'1 kilomètre, ici se trouve le stade Ali Bongo, où il a organisé sa canne. Pas la canne que les Gabonais ont demandé, parce que les Gabonais n'ont jamais demandé cette canne-là. Les Gabonais n'ont jamais demandé cette canne qu'il a allé chercher à plus de 600 milliards de francs CFA. Et vous voyez un peu le paradoxe. Juste à côté, il y a des gens qui font leurs emplettes dans les ordures. Ils passent par là parce que tout le temps, avec son maire... Vous entendez? Nous avons entendu 600 millions. Hein? Non, Ali est malade. Et regardez là, regardez. Les Gabonais sont obligés de venir là fouiller les poubelles pour chercher à se nourrir. Ça fait mal. On va continuer. Voleur Bernard Aperado et toute la clique de criminels du Logo maritime, Michel Essongué, ils passent par là tous les jours, mais paradoxalement, juste à côté, il y a des Gabonais qui font des poubelles. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui, dans ce deuxième numéro de Choqué au Gabon. Il faut que nous trouvions nous-mêmes le peuple, nous trouvions des solutions pour chasser ces hommes-là du pouvoir. D'accord? Voilà, il faut que nous commencions sérieusement. Oui, je sais, vous me direz que oui, mais ils ne sont pas obligés de faire les poubelles, il y a des bouts. Non, d'accord, parce qu'il y a certains qui se retrouvent abandonnés. Vous ne connaissez pas la situation de chaque Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont dans des situations, je vous assure, si je vous explique, vous aurez de larmes aux yeux. D'accord? Voilà, tout le monde n'a pas la même pugnacité, tout le monde n'a pas la même combativité. Et il y a des Gabonais qui sont comme ça abandonnés à leur histoire. Voilà. Les entreprises ferment aujourd'hui. Les foyers sont brisés. Parce que lorsque tu ne travailles plus, madame aussi, si elle a un petit cœur, elle te laisse. Elle va trouver mieux ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des enfants qui sont déscolarisés aujourd'hui. Qui sont déscolarisés, qui ne parlent plus à l'école. Vous voyez? Donc, c'est vous dire que le pays est vraiment dans une situation chaotique. Le pays est dans une situation chaotique. Avec 1 800 000 habitants, il ne devrait pas y avoir des Gabonais qui mangent dans les ordures, qui font les emplettes dans les ordures. Ça ne devait même pas exister. Alors imaginons lorsque nous serions 2 500 000. Ça va devenir comment? D'accord?
Donc, c'est un peu ça, chers compatriotes. Aujourd'hui, n'acceptons plus que ces gens-là nous enferment dans la misère. N'acceptons plus qu'ils... que c'est eux qui dirigent nos vies, qui nous demandent, qui nous disent quoi faire et où marcher. Nous ne devons plus accepter ce genre de choses-là. Voilà, donc... ce n'est pas la famille de Meksa Nkoumbe qui fait la poubelle ici. Moi, ce sont des Gabonais ici. Je n'ai pas vu un Béninois ici. Je n'ai pas vu un Malien ou Sénégalais. Ce sont des Gabonais qui font des poubelles. Alors comment les Gabonais vont faire des poubelles dans un pays qui a des richesses incommensurables? D'accord? Comment est-ce que Ali Bongo s'achète 3-4 jets privés et alors que les Gabonais vivent dans la misère? Comment Ali Bongo construit un stade, organise une coupe d'Afrique à plus de 600 milliards de francs CFA alors que juste à côté il y a des Gabonais qui vivent dans la misère? Comment Ali Bongo organise la CAN en 2009 alors que à côté il y a des gens qui vivent dans la mendicité? Et lorsque le peuple se rebelle, ben on sort les armes, on paye des mercenaires pour réprimer la population. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça, chers compatriotes. Donc, il faut que ce combat va au-delà de jumping. Ce n'est pas une question de jumping, c'est les Gabonais eux-mêmes qui doivent commencer à s'interroger si ce qui ne va pas dans ce pays. N'acceptons plus qu'on nous dicte le comportement à tenir. La population doit elle-même organiser sa défense pour briser ses chaînes. Parce que si on attend toujours que notre aide vienne de tel homme politique ou tel homme politique, ça ne marchera pas. Un homme politique ne peut pas supporter à lui seul le fardeau de toute une nation. Il faut que chaque citoyen devienne acteur. Nous devons comprendre ça. Les élèves qui sont dans les lycées et collèges, à partir de la seconde, première, terminale, vous devez déjà avoir la conscience politique pour dire non, ça je ne suis pas d'accord. D'accord? On ne va pas t'amener voter parce que c'est l'ami, parce que c'est le fils de tel monsieur et tu vas aller voter pour son père. Non. Si ce monsieur-là n'a pas un bilan politique, s'il n'a rien fait pour la ville, s'il n'a rien fait pour le pays, mais tu n'es pas obligé de voter pour lui parce que tu l'as mis de son fils. Non, chacun a ses choix politiques, a ses idéaux politiques. D'accord? Nous devons comprendre, nous devons commencer à comprendre ça comme ça. On ne va pas t'amener à voter, même si c'est un parent, même si c'est ton oncle qui est député, s'il n'a rien fait dans la ville, tu n'es pas obligé de lui voter. C'est ça qu'on appelle la conscience politique. Les élèves de seconde, première, terminale doivent commencer à débattre politique, doivent commencer à s'arroger, à s'approprier les débats politiques. Parce que lorsque le peuple se désintéresse du débat politique, ben, voici les répercussions. Les répercussions s'abattent sur lui. D'accord? Imaginez, je vous prends un exemple simple. J'attends beaucoup qui me disent que oui, la politique ne nous regarde pas. Ben, c'est une histoire des élites. Ce n'est pas une histoire des élites. Je suis désolé. Lorsque les enseignants grèvent, et qu'ils font 2-3 mois assis à la maison parce qu'ils n'ont pas leur prime, le calendrier scolaire est perturbé. Qui écope de ça? C'est votre enfant. C'est votre enfant qui écope de ça. Parce que son année scolaire, son calendrier scolaire est perturbé parce que les enseignants, oui, c'est une chaîne, c'est une roue. C'est une roue. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous regarde pas. Chacun dans la société doit commencer à s'approprier la chose politique. Lorsque vous ne vous intéressez pas à la politique, bien sûr, ils en profitent pour vous maintenir dans la misère, dans la pauvreté. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, chers compatriotes, à travers cette vidéo. Il y a des Gabonais qui souffrent. Des Gabonais qui souffrent, ils sont là depuis des années et il y en a encore. Moi, ça me fait mal au cœur lorsque je vois des enfants de 12-13 ans suivre leurs parents pour venir fouiller les poubelles. D'accord? Ça montre qu'il y a une fracture sociale entre les élites et la population. Parce qu'avec 1,8 million d'habitants, nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait des Gabonais qui mangent dans les poubelles. Ce ne sont pas des Maliens, je vous le répète, ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des Béninois qui sont ici. Ce ne sont pas des Sénégalais, ce ne sont pas des Libanais, ce sont des Gabonais qui mangent dans les poubelles. Alors comment comprendre que les étrangers viennent s'enrichir au Gabon et que les Gabonais eux-mêmes dans leur propre pays font des poubelles? C'est inadmissible, c'est incohérent. Et avec quelle population, avec quelle démographie et avec quelle richesse? D'accord? Donc, chers compatriotes, ces gens-là, Ali Bongo et sa clique, la famille Bongo au pouvoir depuis 1967, nous devons comprendre que nous devons les chasser. Nous devons mettre en œuvre des actions pour les chasser, ces gens-là, parce que
savez, un père qui vit... Ces gens-là n'ont plus de dignité. Ils n'ont plus de dignité. Ils vivent comme ça. Ils se cachent même. Parce que j'ai vu une maman qui m'a dit, écoute, si tu me filmes, écoute, voilà quoi. On me verra à la télévision, il sera une honte pour moi. Donc je veux pas que tu me filmes. Vous voyez un peu? Donc ils vivent reclus, ils vivent dans leur coin. Ce sont des gens qui sont marginalisés. Et la société a rejeté. Ou que la société ne peut plus absorber. D'accord? Il n'y a plus d'emploi. Comment ils font? Comment les Gabonais vont faire pour vivre? Donc vous voyez que, chers compatriotes, le problème du Gabon est grave. D'accord? Une petite minorité s'enrichit outrancièrement, sauvagement, alors que le gros de la population mange dans les poubelles. Alors je voulais paraphraser mon cher compatriote africain, Tiken Jah Fakoly, qui dit que nous sommes plus nombreux que ces gens-là. Ceux qui dirigent le pays, ils sont combien? Ils sont 30, ils sont 50. Ils sont 30, ils sont 50. Ce sont ceux qui dirigent le pays, mais nous sommes plus de 50. Nous sommes plus d'1 million. Vous voyez un peu? Nous sommes plus que l'élite de ce pays, la population. Donc, il faut que nous commencions à comprendre cela. Si on bloque, le pays n'avance pas. Ils vont faire à gauche, bientôt on parle des législatives en ce moment. Bientôt ils vont encore dans les quartiers, vous dire que oui, votez nous, machin. Après avoir massacré le peuple, après avoir massacré vos enfants, ils viendront encore dans les quartiers avec les cartons de cuisses de poulet, les machins, pour acheter vos concerts et vous allez encore les voter. Je dis, tous les PDG qui viendront dans les quartiers, dans les 9 provinces du Gabon, vous savez ce qui s'est passé le 31 août 2016 au quartier général de Jamping. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, ne leur faites pas de cadeaux. S'il faut les lapider, il faut les lapider. Il faut déchirer les cartons de cuisses de poulet devant. Il faut poser des actes pour qu'ils comprennent que nous ne sommes plus malléables. Ils ne peuvent plus nous acheter. Ils ne peuvent plus faire de nous ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut vous donner un casier de bière, ces bières-là, il faut les casser devant lui. Casser ces bières-là. Déchirer les sacs de riz là, déchirer ça. Déchirer les sacs de riz là. Comme ça, lui-même, il verra que les gens là ne sont plus avec moi. Les gens là ont compris que. Parce que, plus vous acceptez, ils vous disent, bon, oui, voilà, ils sont toujours. On peut toujours les amadouer. D'accord. Ils ont massacré vos enfants au 31 août 2016. Ils ont volé votre élection, une élection qui aurait permis au Gabon de se repositionner, de retrouver sa gloire d'antan. Où les Gabonais ne souffraient pas comme ils souffrent aujourd'hui. Vous voyez, où le pillage. Pourquoi on ne parle pas des 700 milliards que Bertrand Kombesi a détourné? Pourquoi on ne parle pas de l'argent des Panama caché au Panama Papers par Seydou Kane? Vous voyez un peu? On ne parle pas de ça, on n'évoque pas ça. On n'évoque pas ça. Ce sont des sujets qu'ils essaient de faire oublier aux Gabonais. Alors orientant vers autre chose. Mais à Kombesi, c'est qui? Vous voyez? Nous devons demander la restitution de l'argent qu'Akombesi a volé au Gabon. Nous devons demander la restitution que Seydou Kane a caché au Panama Papers. Liban, Suleiman, tous ces gars-là. Vous voyez? Nous devons demander la restitution de cet argent-là. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible, chers compatriotes. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Voilà, ça fait déjà 15 minutes. D'accord? Donc, chers compatriotes, le message de la fin. Ali Bongo plonge les Gabonais dans la misère la plus extrême. Il passe par là, la route de Tchengue, il passe par là pour aller à son stade. Lorsqu'il vient à Saint-Paul-Gentil, il part à son stade. Un stade qui ne rapporte rien au Gabon, qui ne rapporte rien à la ville de Port-Gentil. Pourquoi ne pas avoir construit des écoles? Les écoles, au moins, les enfants auraient investi ces écoles-là pour apprendre. Mais à Port-Gentil, je vous dis, il n'y a pas d'école construite depuis plus de 10 ans à Port-Gentil. Il n'y a pas d'école construite depuis plus de 10 ans à Port-Gentil. Vous voyez? Donc on vient vous dire n'importe quoi et vous acceptez. Chassez-les quand ils viennent vous donner des cartons de cuisses de poulet. Chassez-les, même si on n'a rien. Moi je n'attends pas Bernard Aperano ou bien Gabriel Tchango pour manger. Je n'attends pas Richard Silon et les autres pour manger. D'accord? Je mange. C'est pas facile, mais je mange. D'accord? Donc ces gars-là, quand ils viennent acheter vos consciences, chers compatriotes, on a perdu des frères et des sœurs le 31 août. Commençons à intégrer ça dans nos esprits et dans nos têtes. Ils ont tué nos frères, ils ont tué nos sœurs. Donc nous devons aussi montrer que nous ne sommes plus avec ces gens-là. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. Ils sont au pouvoir de manière illégitime. D'accord?
d'accord? Et nous devons tout mettre en œuvre pour les chasser. Voilà, donc je m'arrête par là, chers compatriotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous massivement à ma page YouTube. Voilà, et on se retrouve pour un prochain numéro dans quelques jours. Merci. Voilà. Nous avons suivi notre frère gabonais qui a fait un reportage meilleur. Il a démontré à BCD comment le Biafra se moque du peuple gabonais. Le peuple gabonais est en train de fouiller des poubelles. Vous avez vu la décharge? Les Gabonais vont pour chercher le poulet. Des poulets qui sont dans des cartons et des poissons. Ils se nourrissent, pas mal de familles vont là-bas. Et vous avez entendu, il a dit que ce n'est pas des familles des députés qui sont là-bas, mais les familles abandonnées à eux-mêmes. Exactement comme les prisonniers abandonnés à eux-mêmes à Libreville. Oui, peuple gabonais, jusqu'au bout, alerte générale. Jusqu'au bout, alerte générale. Tous Gabonais doivent pointer la France. Le malheur, la misère des peuples gabonais, c'est la France. La France de l'Élysée. La France de Matignon. La France du Quai d'Orsay. La mafia de la France-Afrique. Pas mal de Gabonais ont vu Robert Bourgi, le grand avocat qui donnait les valises et les mallettes d'argent. Approchez-vous de cet homme, cherchez pas mal d'informations, car cet homme connaît beaucoup. Peuple gabonais, il est temps. La patrie et la victoire appartiennent aux panthères. Libérez le Gabon. La détermination doit être coûte que coûte. Libérez le Gabon. Le Gabon, une petite famille, vous avez entendu? Ils sont 30 ou 40 ou 50. Mais vous êtes des millions. Peuple gabonais, debout. Debout, la révolution. Debout, la révolution. Toutes les 9 provinces du Gabon. Debout pour la révolution. Debout pour en découdre avec Ali Bongo, qui aime les grandes suites d'hôtels. Georges V. Qui aime les grandes suites d'hôtels. Hôtel, crayon. Il aime les grands hôtels de luxe. Là où il faut dépenser immensément cher la nuit. Des centaines d'argent. Il claque parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Ali ne connaît pas la souffrance. Il ne ressemble à rien. Mais je sais Ali ressemble à quoi. Vous voyez les sangliers dans les forêts. Regardez la femelle du sanglier. Hein? Quand elle rentre dans la boue, quand elle sort. Hein? Ali est exactement comme ça. Ali est la photocopie du sanglier. Vous voyez, non? Quand il sort avec la boue. Voilà, Ali est comme ça. Peuple gabonais, la détermination. Il faut balayer cet homme de la surface du Gabon. Et plus question qu'au Gabon. Lier des avenues de France, boulevard de France. Non! Les statuettes de Général de Gaulle, il faut s'en débarrasser. Car Général de Gaulle a fait beaucoup de mal au peuple gabonais. Il a fait beaucoup de mal au peuple de toute l'Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, vous avez le boulevard Général de Gaulle. Vous avez l'avenue François Mitterrand. Vous avez l'avenue Pompidou. Est-ce qu'en France, il y a avenue de Libreville, il y a avenue de la Côte d'Ivoire, ou avenue Houphouët-Boigny? Non, ça n'existe pas. Sortons de l'imbécilité, peuple gabonais. Peuple africain, il est temps. Car les missionnaires ont fait un excellent travail. L'excellent travail qu'ils ont fait en Afrique, quand ils sont venus pour la colonisation soi-disant.
ils ont inculqué dans la tête. Ils ont lavé le cerveau de l'être humain noir. Ils ont dit ce que Dieu t'a mis en toi avant ta naissance. Et tu es né. Ce que Dieu avait mis que c'est lui qui t'a créé, qui est ton créateur. Oublie cela. Ton vrai Dieu, c'est celui-là, la Bible. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent, mais ils prennent la Bible. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de crier. Mais Dieu ne viendra pas à ton secours. Parce que Dieu est en toi. Le peuple gabonais, africain doivent revenir sur leurs origines. Car s'il n'y a pas l'origine réellement, c'est un peuple perdu. Est-ce que le PDG de Total, voleur du pétrole au Gabon, est-ce qu'il lit la Bible? Est-ce que le PDG de Total, il lit la Bible? Est-ce que le PDG voleur de Areva, il lit la Bible? Est-ce que les PDG de Bouygues, ils lisent la Bible? Est-ce que le PDG de Veolia au Gabon, ils lisent la Bible? Mais peuple gabonais, toutes ces entreprises multinationales, il faut les dégager du Gabon. Tous ces voleurs. Moi et la grande résistance, l'amie Suzanne Barra, ma soeur, nous avons fait un tour à la Défense. Nous étions chez Areva et Total. On l'a, là-bas, vous entendez que les bruits des chaussures. Tac, 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 tac. Que les bruits des chaussures. Les gens sont devenus des robots à la Défense. Les gens sont devenus des robots. On leur pousse qu'à travailler. Et ils oublient même qu'ils sont des êtres humains. Vous regardez le bâtiment de Areva, noir. Car c'est noir parce que à l'intérieur, les PDG de Areva, ils volent comme des corbeaux. Parce que ce sont des francs-maçons. Ce sont des Illuminati. Et c'est eux qui tuent le peuple gabonais. Et c'est eux qui tuent le reste du peuple de toute l'Afrique centrale. Le peuple souffre. Est-ce que le peuple continuera? Est-ce que dans la Bible que l'homme blanc est écrite? Est-ce que Dieu a dit l'homme noir doit souffrir? Non. Prenez l'exemple, prenez le dictionnaire. Tout ce qui est noir, c'est sale. Tout ce qui est blanc, c'est clair. Grandement faux. Les mathématiques, ça sort d'où? L'Afrique. Les écrits, ça sort d'où? L'Afrique. Les minéraux, l'or, le diamant, le coltan, le cobalt, l'uranium. Pas mal des minéraux de l'Afrique. Ça vient d'où? L'Afrique. Est-ce qu'ils ont des minéraux? Mais vous les voyez, les princesses, vous les voyez, les rois, vous les voyez, les reines, vous les voyez, les multinationales, les tous de mer. Ils ont des diamants sur eux. Diamants, diamants, diamants. Ah! Pendant ce temps, nous, le peuple noir, nous n'avons que des tondeuses. Nous allons chez les coiffeurs pour nous couper les cheveux. Nos femmes vont dans des salons pour qu'on les tresse les cheveux. Pour qu'elles soient toujours belles. Mais pendant ce temps, elles n'ont même pas de diamants. Nous n'avons pas de diamants. Mais c'est eux qui prennent tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous pouvons aller à Bordeaux, dire aux vignerons de Bordeaux que vos vignerons c'est à nous, mais ils vont nous faire sortir des fusils? Mais on leur a donné droit avec la conférence de Berlin 1884-1885. Nous allons suivre cette conférence de Berlin de merde. Nous allons suivre. Après, nous allons suivre Léopold II. Parce que l'affaire que Léopold II avait dit en Afrique, ça concerne partout. Hein. Toute l'Afrique. Hein. Ce que Léopold II avait dit aux missionnaires, c'est pour toute l'Afrique. Nous allons suivre d'abord conférence de Berlin. Pillage immense. Hein. C'est des grands voleurs. Ils n'étaient pas là-bas pour la colonisation. Non. Ils étaient là-bas coopérants. Ils sont allés en tant que coopérants. Mais ils ont pris des Noirs. Ils les ont amenés, ils ont vendus
vendues comme des voitures. Oui, en France, ils vendaient des Noirs. En Espagne, ils vendaient nos parents noirs. Ils vendaient en Italie nos parents noirs, nos ancêtres. Ils ont amené au Mexique, au Brésil, un peu partout. Aux États-Unis, les Noirs, nos parents noirs, pour qu'ils travaillent dans les plantations de canne à sucre. Ils avaient besoin de beaucoup de sucre. Vu eux-mêmes les Blancs 666, les Occidentaux de merde, ils ne peuvent pas rentrer dans les champs. Il faut des Noirs. Les parents de Kunta Kinte, les parents de Shaka Zulu. Oui. Les parents de Kimpavita, les parents de Simon Kimbangu, oui. Les parents de Patrice Lumumba, les parents de Thomas Sankara, ils sont allés chercher les parents noirs, oui. Ça fait mal. Après, nous reviendrons sur le Gabon. Le Gabon, nous reviendrons sur les poubelles, c'est important. Moi, je ne lâche pas cette affaire, hein. Nous allons passer par la France, hein, la conférence de Berlin. Et après, nous allons suivre Léopold II. Mais après, nous reviendrons sur l'état des ordures au Gabon. Oui. J'aimerais que ceux qui sont allés pour les élections législatives, les jeunes traîtres, qui sont un danger pour tous les Gabonais, les jeunes là, ils ont couru. Mais hier, ils étaient au pavillon de droits de l'homme. Hier, ils étaient devant l'ambassade du Gabon. Mais pas mal ont couru. Législative. Ils ont faim. Pendant ce temps, ils ont des cartes de 10 ans en France. Ils ont des papiers français. Mais ils ont couru au Gabon. Parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'avoir des belles carrosseries de voitures. Car Ali, dans son garage, il a pas mal de voitures de marque. Mais pendant ce temps, les Gabonais vont fouiller les poubelles. Ah! Et après, il se dit PDG. PDG d'enfoiré de merde, PDG de poubelle. Oui, Ali, tu es PDG de plusieurs poubelles dans le Gabon. Enfoiré de merde. Assassin du peuple gabonais. Tu crois que le Gabon, c'est à toi? Tu crois que le Gabon, c'est ta maison? Tu crois que le peuple gabonais, ce sont tes toilettes? Enfoiré de merde. Il n'y a pas à respecter un enfoiré de merde comme Ali. Il faut le cracher des vérités. Et tous les résistants et tous les combattants partout où qu'ils se trouvent, vous devez cracher Ali Bongo. N'ayez pas peur. Et tous les Gabonais dans les 9 provinces du Gabon, il faut que vous vous levez. Pointez de doigt, dites Ali Bongo assassin. Ali Bongo voleur. Ali Bongo tue le peuple gabonais. Vous devez parler. Êtes-vous des hommes? Avez-vous des couilles? Avez-vous des couilles, deux boules et une bite? Oui ou non? La vérité doit être dite. Voulez-vous devenir des petites copines de Ali? Vu Ali aime bien les carrossements des fesses. Oui, il adore. Parce qu'il est champion PD. Oui, c'est un grand PD. Un PD Biafra. Biafra PD. The police then contacted social services, who started to monitor Edith, but Julie Sales had somehow still managed to get Edith's will changed. And the copy, now in Alan's possession, saw almost everything go into Julie. Started off that this was Edith's last will and testament, and she didn't want any solicitor involved because she was of sound mind. Nous allons suivre. Conférence de Berlin. Complete the will as her instructions. And then the first request was £250,000 to Julie Sales for love and devotion shown to Aunt Edith. The family knew that Edith had always intended to leave her money in the estate to her nieces and nephew, and couldn't believe the contents of this new will. But they were astounded by the small fortune that Edith appeared to have amassed. Who honestly did not think she could wear this head. And they were coming up with these figures of tens of thousands. She'd obviously been very shrewd. But Julie Sales had certainly been aware of Edith's vast savings, and her deceitful actions were now under scrutiny. D.I. Kevin Foster,
head of cybercrime at Humber Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallett, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Mallett, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer.
On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. Conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Voilà. Donc, vous avez écouté. Ils ont pris la décision, conférence de Berlin, de partager l'Afrique. Et sont demandés même aux Africains. Vous avez vu? Mais est-ce que nous, on peut aller faire ça chez eux? On ne peut pas. Maintenant, nous allons suivre Léopold II avec la stratégie des missionnaires qui ont dévalisé nos statuettes, les statuettes de nos ancêtres. Ils ont tout volé. Ils sont allés mettre dans leur musée. Léopold II avait dit, volez tous leurs fétiches. Allez, remplissez vos musées. Et ils ont tout volé. Ils détiennent nos parents, nos ancêtres. Nos ancêtres qui nous ont laissé des masques, des statuettes, se trouvent prisonniers dans leur musée. Où est-ce que les Chinois, les Japonais, les Chinois, ils vont visiter? Oui. Et des Français blancs et des Français noirs vont visiter. Vous voyez, nous allons suivre Léopold II. Conférence de Berlin, soi-disant, mais conférence de la mafia. La mafia, exactement comme la France-Afrique. Des grands voleurs. Ils font immensément mal au peuple. Et ils se disent que l'Afrique, c'est à eux. Oui, pour eux, l'Afrique, c'est à eux. Mais en réalité, l'Afrique n'est pas à eux. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. Le message est clair. Fraud by abuse of a position of trust. It's the kind of fraud whereby someone is expected to safeguard the welfare or financial interests of another person. However, they abuse that position dishonestly with the motive... Excusez-moi, je redémarre la tablette parce que c'était en train un peu de friser tout à l'heure. Voilà, Léopold II. Actually told someone who was living at her address at the time that it's about the news. So she knew why the police was there. Shall be criminal. Because if you looked at the time, she'd been so careful that she crossed all the T's and dotted all the I's. But when they said they'd arrested her, I felt far more confident than the not going on than she thought. During the interview at the police station, she concocted a lot of lies in relation to why and how this money had been transferred to the various accounts. She
said that Edith wanted her to have the money because she was the only person that cared for her, and her family didn't really bother with her anymore, which was a lie. She then claimed that Edith had actually put that money into those accounts for Julie to go ahead and buy those properties on her behalf. As Julie continued to plead her innocence, the family were going to be forced to endure a trial, but it would be a further 2.5 years until it started, and in 2016, the wait was too long for Anne's uncle Les. In September, my uncle Les died, and we are convinced that without this, Uncle Les would still be with us, because he was consumed by worry and guilt. He was so worried about evidence. Au nom des ancêtres bantous. June 2017 at Hull Crown Court. I was there, Lisa's La 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 la. in the morning, outside the courthouse, and we attended it every day. That, for me, was grueling, because I'm not in the best at Hull. Julie Sayles had gone not guilty, so that consequently meant that witnesses, some of them were elderly, had to be called to court to give evidence. And that can be quite a traumatic experience, being cross-examined by the defence and the prosecution, and with a jury sat in front of them. Edith's neighbour, 67-year-old Jenny Booth, was one of the people called to the stand to give evidence about the conversation she'd overheard with Julie and Edith regarding Edith's will. All you can do is stand up and say your piece about what actually happened and what you recall happening. The barrister said you would be twice the lying about it. And I said, I ain't lying. I don't lie for a start. But what reason would I have to lie? I am not benefiting from it. Her evidence was so crucial. Meanwhile, Julie said, Julie lied to her in explaining that Edith had always got the money all along. She also lied to a number of people. She said that there's no family there. She told many people she has no family whatsoever. But the lies had put up with Julie, and it only took the jury 2 hours to come back with the verdict. It was just the relief. Oh là 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 là. Indescribable. And I'm just Ça énerve ça. so grateful to everyone in this jury. Julie was due to be sentenced that very afternoon. Due to the serious nature of the crime, it fell into one of the most severe brackets, and Julie Sayles received 9 years. Her son and daughter were in court, and when the result was read out, the daughter jumped up and yelled out, no, no, and then ran out of court. And Julie Sayles didn't show any emotion at all. When she was sentenced, I heard the handcuffs going on. I knew that was it. It was probably one of the best sounds. Knowing that she was getting put away, that she couldn't do this to anyone else. The judge, speaking to Sayles, said, "You became aware she was not a poor old lady with no assets, but one with a considerable fortune. Excusez-moi, hein? That wealth and set about acquiring it for yourself. From merciless fraudster like only one sentence to prison. Sayles will serve Ah là 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 là. released on bond." People who maybe from a generation that are more willing to trust and take people at face value and not think that, this is going to happen. Edith's family are yet to receive it like a rightful inheritance, but once they do, it will be shared fairly between the people who love her most, and who wish for Edith to be remembered as the remarkable woman she was, and not for the crime committed against her. I want the warnings remembered, I want people to be aware of what can happen, but I also want Edith to be remembered as this beautiful, wonderful, kind lady with this twinkle in her eye who called everyone a darling. What happened to Edith is a stark warning for us all to be increasingly vigilant when seeking care for our elderly relatives.
Now, fortunately, the majority of people out there are perfectly trustworthy and reliable. Julie Sales was found guilty of 8 counts of fraud. When passing sentence, the judge made clear that Julie's offences were the worst kind of dishonesty, because, of course, they were a profound breach of trust. Not only had Julie taken close to £300,000, she had deliberately targeted vulnerable victims. She was sentenced to 9 years behind bars. Now, all offensive dishonesty are to be taken seriously by the court, but where a person breaches such a fundamental trust, in this case, the carer and her patient... Ah ouais, Ali. C'est méchant, hein? Il a beaucoup fait souffrir le peuple. Ali. Ali Bongo. Beaucoup. And honouring those on the front line and have it, the NHS Heroes Awards. Coming up next, we're hunting for the real deal. This program is sponsored by Patient Timeline, medical negligence specialists. Off for over 60s. Hey, there's juicy beauty news. It's Herbal Essences Bio-Renew. A fragrant blend of essences like citrus, exotic spices and argan oil. Yes, do an amazing... Il a beaucoup fait de mal, Ali. Beaucoup au peuple gabonais. Les dictateurs sont nos ennemis. Et maintenant au peuple africain de se lever et d'en découdre avec les dictateurs. C'est très important. Il ne faut plus que les peuples regardent les dictateurs jouer avec le peuple africain. Non. Il faut que nous refusions. Nous avons le devoir de nous lever. Nous avons le devoir d'en découdre. Oui, écoutez-moi bien. Nous allons suivre le discours de Léopold II. Vive le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Shepherd, a fearsome machine, encounters with a mind of their own. They could only lead setting points here in an hour. First, though, it's Dickinson's Real Deal. De voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.
Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs.